بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je me présente. Daguigui Abdelali, je suis professeur de physique au lycée qualifiant Saqi al-Hamra, direction provinciale La'Youn, académie régionale d'enseignement et de formation de la région La'Youn Saqi al-Hamra. Voilà, aujourd'hui, je propose un cours de soutien destiné aux étudiants de deuxième bac de toutes les sections, sciences maths, sciences X et sciences physiques et SVT et technique. Alors aujourd'hui, je propose à corriger avec vous l'exercice 2 qui traite les ondes et la physique nucléaire de l'examen national de physique session normale 2015 BIOF. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé de cet exercice. Exercice 2, la page 3 sur 7 et page 4 sur 7. Cet exercice est composé de deux petites parties, partie onde et partie physique nucléaire. Alors, on va réviser un petit peu aujourd'hui les relations de physique ondulatoire des ondes et de physique nucléaire. Alors, on va commencer par la partie qui traite les ondes. Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haute débit en comparaison avec d'autres milieux. Pour déterminer l'indice de réfraction de milieux transparents constituant le corps d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté issu de la figure 1, où les récepteurs R1 et R2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2. Alors nous avons une figure, nous avons les données au-dessous de la figure. Sensibilité horizontale SH, 0,2 microsecondes par division. La célérité de propagation de la lumière dans le vide, c'est C310 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Constante de Planck, H, 6,63 fois 10 à la puissance moins 34 joules seconde moins 1. Première question. Le retard temporel enregistré entre R1 et R2 est. Donc ici, la question c'est que choisir la bonne réponse sans justification. Mais nous, comme vous savez, on fait un cours de soutien. Malgré qu'on va choisir une seule réponse, mais pour moi, aujourd'hui, je vais détailler comment on a choisi la seule réponse ou bien la bonne réponse. Alors, le retard temporel temps enregistré entre R1 et R2, 0,6 microsecondes, ou bien 1 microseconde, ou bien 1,4 microsecondes, ou bien 1 milliseconde. Deuxièmement, sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur de cours de la fibre optique est V égale à 1,87 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. L'indice de réfraction petit n de milieu transparent constitue le cours d'une fibre optique et n égale à 0,63 ou bien n égale à 1,5 ou bien n égale à 1,6 ou bien n égale à 1,7. Alors, voilà, donc, troisièmement, sachant que la longueur d'onde de l'onde lumineuse issue de laser est lambda égale à 530 nanomètres, l'énergie de photon de cette radiation est. Donc, pour cette question, c'est hors programme, d'après les références de l'examen national 2020. Puis, pour la partie de physique nucléaire, je vais lire aussi l'énoncé. La STAT 2011 radio-émetteur alpha est utilisée en médecine nucléaire pour diagnostiquer
et suivre l'évolution de quelques teneurs cancéreuses, la radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de bismuth, BiXY. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de logarithme nipérien de nombre de noyaux restants en fonction du temps. N est le nombre de noyaux restants à l'instant T. Quatrièmement, le noyau de bismuth résulte de la désintégration de l'astat 211-85 et soit BI 83-206, BI 82-207, BI 83-207 ou bien BI 84-208. La dernière question, 5, concerne la demi-vie T1,5 de la stat de 211 et T1,5 4,19 heures ou bien T1,5 5,50 heures ou bien T1,5 7,17 heures ou bien T1,5 égale à 27,30 heures. Alors, je vais commencer par traiter la première partie de l'exercice 2 de l'examen national 2015 de sciences physiques BIOF. Bien sûr, cet exercice traite les informations de physique nucléaire et des ondes et bien sûr est destiné à tous les étudiants de baccalauréat de toutes les sections sciences maths, sciences physiques, SVT et aussi techniques et professionnelles. Alors on va commencer par la première partie de cet exercice qui traite les ondes. Voilà. Donc la page 3/7. Donc exercice 2. Exercice 2. Il y a deux parties. Partie des ondes. Ondes. On s'intéresse dans cette partie à savoir comment le principe de travail d'un fibre optique, comment se propagent les ondes lumineuses dans un fibre optique. Donc, vous savez très bien que les fibres optiques ayant des applications très importantes dans la transmission des informations. En fait, les réseaux sociaux de transmission des informations, voilà, par exemple d'Etisalat, donc ils se basent sur l'utilisation des fibres optiques qui est considéré comme un support de l'onde où il y a transport de l'onde, mais avec une vitesse très très grande. Et ça, c'est assez important pour la transmission des informations entre un point et un point, entre une ville et un ville, entre un pays et un autre pays. C'est pour cela qu'on traite les fibres optiques à cause de l'importance des fibres optiques dans la transmission des informations. Alors, selon les données, l'onde, elle se propage donc entre le récepteur numéro 1 et le récepteur numéro 2. Le fibre optique est fixé entre le récepteur R1 et le récepteur R2. Maintenant, première question. Le retard temporel est enregistré entre R1 et R2. Donc, nous avons le schéma de montage et voilà, laser. Nous avons un laser. Comme vous savez, laser, c'est une source monochromatique de l'onde lumineuse. Donc, il y a propagation de l'onde lumineuse sous forme de faisceaux lumineux, mais avec un diamètre qui reste constant. Comme vous savez, le laser, d'après sa construction, le laser, elle émet des ondes lumineuses, mais avec un diamètre, vous voyez, un diamètre qui reste constant. Ça, c'est le laser. En comparant, bien sûr, le laser avec le quartz-diode. Vous savez très bien qu'une source lumineuse, le quartz-diode, émet des faisceaux lumineux, mais qui est caractérisé par un diamètre qui varie lorsqu'on s'éloigne de la source. Lorsqu'on s'éloigne de la source, vous voyez bien, vous savez très bien que le diamètre de taches lumineuses augmente, varie. Par contre, en revanche,
le laser, source laser, elle émet des faisceaux lumineux, mais avec un diamètre qui reste constant le long de propagation. Non, dans cette expérience de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur d'un fibre optique, on utilisera le laser qui est caractérisé principalement par l'émission de l'onde lumineuse, mais avec un diamètre qui reste constant le long de propagation. Alors, on pose ici un récepteur numéro 1, voilà. C'est un récepteur numéro 1. Puis, un récepteur numéro 2, voilà. Bien sûr, les deux récepteurs, ils sont liés par un oscilloscope. Voilà. Il y a la masse, il y a de la masse, et il y a un entrée. Par exemple, entrée numéro 2. Bon, idem pour le récepteur numéro 1, on va relier par un oscilloscope, ça veut dire on va relier par la masse et par un entrée numéro 1 de l'oscilloscope. Soit, bien sûr, on va relier les deux récepteurs par un oscilloscope. Comme vous savez très bien, l'oscilloscope, c'est un appareil de visualisation des tensions. Nous avons ici un capteur qui va transformer l'onde lumineuse à une tension électrique pour que l'oscilloscope va traiter la tension, parce que l'oscilloscope il ne connaît pas l'onde lumineuse. C'est pour cela qu'on va utiliser un capteur qui va transformer l'onde lumineuse à une tension. Puis, on va relier les deux récepteurs R1 et R2 par un oscilloscope. On sait très bien que l'oscilloscope est composé de deux voies. La première voie, pour nous, où il y a la masse et l'entrée numéro 1, donc on va relier par le récepteur numéro 1, et la deuxième voie de l'oscilloscope, on va la relier par voilà, le récepteur numéro 2. Entre les deux récepteurs, il y a le fibre optique. Ici, c'est le fibre optique. Alors, on va l'écran de l'oscilloscope trouver ou visualiser et de la forme. Donc, il y a deux corps. Voilà, corps. Voilà. Il y a des subdivisions. Il y a des divisions, pardon. Je vais recopier la courbe trouvée aux deux entrées de l'oscilloscope. Voilà. Ça, c'est l'écran de l'oscilloscope. Alors, j'indique ici qu'on peut utiliser un autre intermédiaire. Nous, ici, dans cet exercice, on a utilisé l'oscilloscope, mais on peut utiliser soit une tablette électronique, soit un ordinateur, mais dans ce cas, on doit utiliser donc, un traducteur, comme la carte FastLab, la carte d'acquisition, qui va transformer, bien sûr, les informations de l'onde en une information en système binaire pour utiliser les systèmes informatiques comme l'ordinateur, comme tablette, comme un smartphone, un téléphone portable smartphone à haute technologie. Alors pour nous, on va utiliser bien sûr l'oscilloscope, c'est un appareil de visualisation des tensions ou du courant, etc. Voilà. Alors ça se voit que l'onde lumineuse arrive au récepteur numéro 1 avant qu'il arrive au récepteur numéro 2.
Donc, ce qui entraîne un retard de temps entre R1 et R2. Donc, le retard de temps, c'est la durée nécessaire pour que l'onde lumineuse allait de R1 vers R2. Pour que la tension allait de R1 vers R2, puisque nous avons mis un capteur qui va transformer l'onde lumineuse en une tension électrique. Alors, pour nous, que représente le retard temporel? C'est la durée nécessaire pour que la lumière allait de récepteur numéro 1 vers le récepteur numéro 2. Donc, on va chercher tout, voilà, à partir de cette figure de l'oscilloscope. Donc, tout, d'après, voilà, tout, question numéro 1, tout le retard temporel entre le R1 et R2, c'est quoi? Donc, c'est le nombre de divisions. Nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale. Alors on va compter le nombre de divisions. On va choisir un point de déformation. Ça se voit ici, il n'y a pas de déformation, mais ici, il y a une déformation de cette forme. Ici, il n'y a pas de déformation, mais la déformation commence à ici. Il y a un retard de temps, donc. Avant de calculer le temps, on va indiquer quelque chose, c'est que parfois, les examens nationaux posent des questions concernant, donc, associer chaque courbe au récepteur équivalent, au récepteur qui est en accord avec elle. On sait tout d'abord que le récepteur, d'après ce schéma de figure de montage, que le récepteur, que l'onde lumineuse arrive au R1 le premier. Et après un retard, il doit arriver au récepteur numéro 2. Donc, ça se voit donc, pour l'écran de l'oscilloscope, on lit l'écran de gauche vers la droite. Donc, la figure s'appelle maintenant s'appelle par exemple petit a, la figure petit b. La figure petit a est associée au récepteur R1 parce que c'est la première déformation enregistrée. La première déformation enregistrée toujours est associée au récepteur qui est le plus proche de la source. Le récepteur le plus proche de la source, c'est R1. C'est pour cela la figure A est associée au récepteur qui est enregistré le premier est associé au récepteur R1. En revanche, la figure B est associée au récepteur R2. Donc figure A est associée au R1, récepteur numéro R1. Par contre, B est associé au récepteur R2. Parfois aussi, il y a une autre question qui se pose. Parfois, l'amplitude de déformation diminue. À cause de quoi? À cause de quel phénomène? C'est le phénomène d'amortissement. Parfois, la figure trouvée dans l'oscilloscope est de la forme. La question qui se pose, à quoi dit cette diminution de l'amplitude? Il dit au phénomène de quoi? D'amortissement. Plus le récepteur est plus loin de la source, plus l'amplitude de l'onde ça diminue. Par exemple, R2 est plus loin de la source en comparant avec R1. Donc, l'amortissement en R2 et l'amortissement en R2 est plus grande que l'amortissement en R1. C'est pour cela cette courbe est associée à R2 à cause de l'amortissement. Par contre, cette courbe est associée à R1. Donc, à quoi dit cette diminution de l'amplitude? C'est le phénomène d'amortissement. Aussi, c'est une question que vous pouvez... parfois, l'examen se pose ce genre de questions. C'est pour cela qu'on va réviser un petit peu ce genre de questions. Maintenant, je vais continuer la question 1. Calcul taux. Je vais
compter le nombre de divisions entre deux points de même état vibratoire. Alors, je vais choisir, par exemple, ce point. Le point équivalent qui a de même état vibratoire, c'est ici. Ou bien, on va choisir entre ce point et ce point, entre ce point milieu et ce point de milieu, etc. De toute façon, il suffit de choisir deux points de même état vibratoire, de même forme. Le nombre de divisions entre 7 points et point, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 divisions, donc 5 divisions multipliées par la sensibilité horizontale proposée par le texte, c'est 0,2 microsecondes division moins 1. Alors, on va simplifier par division moins 1. On trouve, après utilisation d'une calculatrice scientifique, c'est 1 microseconde, ou bien 1 fois 10 moins 6 secondes. Voilà, on a trouvé le retard temporel, ou bien la durée nécessaire pour que l'onde passe de récepteur R1 vers récepteur R2. On passe à la question numéro 2. Question numéro 2. Sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du corps de la fibre optique est V, l'indice de réfraction du milieu transport constitue le corps d'un fibre optique est soit n égale à 0,63, soit n égale à 1,5, soit n égale à 1,6, soit n égale à 1,7. Nous, ici, nous avons un exercice sous la forme de questions à multiples choix. Normalement, on doit choisir donc la solution, la bonne réponse. Ici, par exemple, la bonne réponse. Et taux égal à... Faites attention ici. Si la question propose de choisir la bonne réponse entre des réponses d'un multiple choix, question à multiple choix, il suffit de choisir une seule réponse. Mais s'il y a demande de justifier, il suffit de mettre cette justification. D'accord? Pour nous, comme j'ai déjà dit au début de cette séance, c'est que pour nous, on va faire une révision. Ça veut dire on va traiter les détails, comment on calcule tout. Mais pour vous, si la question dit que choisir la bonne réponse sans justifier votre réponse, ce n'est pas la peine de mettre ça à la copie. Vous mettez seulement cette réponse. Mais si la question dit que calculez tout en justifiant votre réponse, il faut justifier toutes les étapes de la réponse. Maintenant, on va passer à l'indice de réfraction. On va calculer l'indice de réfraction. En fait, l'indice de réfraction mesure la réfraction de l'onde dans ce milieu. Deuxième question. On sait que l'indice de réfraction est défini par la relation petit n égale à le rapport entre C et V, tel que C est la célérité de la lumière de le vide, V est la célérité de la lumière dans le milieu, qui est pour nous le fibre optique. Et donc C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, V, c'est la célérité de la lumière dans le fibre optique. Or, donc application numérique, d'après les données de texte, C c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Par contre, V c'est 1,87 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Voilà, à l'aide d'une calculatrice scientifique, on trouve le résultat suivant. Voilà, petit n égale à 1,6.
d'où la proposition juste est tout est un indice de réfraction est égal à 1,6. Maintenant, on va passer à la troisième question. Pour la troisième question, c'est est basée sur l'énergie de photon. L'énergie de photon, pour nous, cette année, est hors programme. C'est pour cela qu'on ne va pas la traiter, d'après les références proposées par le ministère d'éducation et de formation. L'énergie de photon, E au photon, c'est hors programme, E photon, qui est égal à E photon égale à H nu H C sur lambda. H, la constante de Planck, c'est la célérité de la lumière de le vide, lambda, la longueur d'onde. Pour nous, cette année, cette relation est hors programme. Donc, ce n'est pas l'appel de traiter les exercices intéressés à cette relation. Donc, on va passer directement à la deuxième partie. Donc, nous avons traité dans la première partie l'application des fibres optiques dans la transmission des informations. Bien sûr, nous avons étudié la transmission des ondes lumineuses à l'intérieur des fibres optiques, tel que nous avons calculé le retard temporel entre deux récepteurs séparés par une distance. Puis, nous avons calculé l'indice de réfraction de fibres optiques. Et enfin, donc la question 3, c'est hors programme pour cette année, d'après les références proposées par le ministère de l'Éducation et des Formations. On passe directement maintenant à la deuxième partie de l'exercice 2 de l'examen national session normale 2015, qui traite la physique nucléaire. Alors, on passe à la deuxième partie. Physique nucléaire. L'Astat 211, radioémetteur alpha, donc il présente une radioactivité de type alpha. Ça veut dire qu'il doit émettre des particules d'hélium 4. Utilisé en médecine nucléaire pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques teneurs cancéreuses. Donc, voilà, c'est les applications dans la médecine nucléaire et très nombreux, surtout dans le domaine médicinal. Il y a des applications très importantes des nucléoïdes radioactifs pour traiter, pour suivre l'évolution de teneurs cancéreuses et puis de traiter les hommes qui ont un problème de variation de teneur cancéreuse. La radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de bismuth de constituant XY. La courbe de la figure 50 représente les variations de la logarithme népérien en fonction de temps, tel que n, le nombre de noyaux restants à l'instant t de l'Astat 211. Alors, question 4. Alors, dans la vie, surtout dans la médecine, on utilise beaucoup les noyaux ou les nucléoïdes radioactifs pour suivre l'évolution de teneurs cancéreuses, surtout pour les jeunes qui ont un problème de maladie de cancer. On choisit à l'aide de ces nucléoïdes la variation, puisqu'il y a des intégrations de cette noyau, on suivre la variation de teneurs cancéreuses dans la médecine nucléaire. Alors, le noyau de bismuth résulte de la désintégration de l'Astat AT211. Ici, il vous demande quel est le noyau résultant à cause de désintégration de l'Astat AT. Nous avons, donc on va écrire, nous avons, pour
connaître le noyau résultant, parce que la question 4 est destinée à trouver le noyau résultant de cette désintégration, on doit tout d'abord écrire la réaction de désintégration pour connaître le noyau résultant. Nous avons la réaction nucléaire suivant, la réaction nucléaire spontanée suivant, spontanée suivante. Donc, le noyau central, le noyau d'origine, ou bien le noyau radioactif, ici, c'est l'astate noté AT, voilà, l'astate noté AT 211, et voilà, donc, et de radioactivité alpha, ça veut dire le noyau d'astate et de radioactivité, d'après les données, le noyau bismuth résultant de la désintégration de l'astate AT211-85. Ça veut dire que le noyau d'origine ou le noyau radioactif est AT211 est radioactif et d'après les données, l'astate 211 radioémetteur alpha. Ça veut dire qu'il doit émettre des particules alpha, des particules hélium 4. Le noyau résultant, c'est le bismuth, mais Y, selon les données, c'est XY. La question, c'est de connaître le noyau résultant B et XY. Lorsqu'on dit connaître le noyau résultant B et XY, on doit écrire la réaction nucléaire spontanée, puis on va déterminer leur constituant, ça veut dire le nombre de protons, le nombre de neutrons. Ça veut dire on doit déterminer petit x et petit y. Alors, d'après les lois de Soudy, les lois de conservation loi de conservation de Soudy, les lois de conservation de Soudy. La première loi de conservation de Soudy, la somme de nombre de masses des réactifs est égale à la somme de nombre de masses des produits. Le deuxième loi de conservation de Soudy, la somme des nombres de protons des réactifs est égale à la somme de nombre de protons des produits. Alors on écrira alors que 211 égale à quoi? C'est x plus 4. Et 85 égale à y plus 2. Nous avons un système de deux équations, de deux inconnus. On cherche x, c'est 211 moins 4, y 85 moins 2. On trouve que petit x égale à 207, petit y égale à 83. D'où l'équation devient l'équation E, on va l'appeler E, cette équation on va l'appeler E, devient quoi? Donc c'est l'astate 211, 85, se désintègre en bismuth 207, X c'est 207, Y c'est 83, et il y a une émission des particules alpha, des particules d'hélium. Ça, c'est l'équation de désintégration de la stade 211 à T 211. Mais pour nous, on cherche à connaître le noyau résultant. D'où le noyau résultant est le bismuth BI 207 à la 83.
Parmi les choix proposés à l'énoncé de l'exercice, donc le noyau résultant de cette désintégration est le bismuth 83-207. Voilà. D'où la proposition juste et BI, le noyau de bismuth 207-83. Maintenant, on va passer à la cinquième question, la dernière question. C'est la demi de vie, T1 demi, de la stat et T1 demi. Il y a 4 choix. On doit chercher la bonne réponse. Donc, nous avons, d'après les données, le demi de vie. Le demi de vie T1 demi de la stat, ça veut dire la durée nécessaire pour qu'il y ait désintégration de la moitié des noyaux initiaux de la stat. On doit la chercher ici. Et il y a beaucoup de relations de cours pour calculer T1 demi. Par exemple, T1 demi égale à le log népérien de 2 divisé par lambda. Ou bien d'utiliser tau qui est l'inverse de lambda aussi pour trouver T1 demi. Ou bien d'utiliser les lois d'accroissement. Donc, par exemple, A de T ou bien N de T. La loi d'accroissement radioactif, N de T égale à N0 exponentielle moins lambda T en fonction de N. Ou bien A de T égale à A0 exponentielle moins lambda T. Ou bien en fonction de la quantité de matière restant, A0 exponentielle moins lambda T. Ou bien en fonction de la masse restant de noyaux primitifs, de noyaux radioactifs, M0 exponentielle moins lambda T. Donc, toutes ces relations s'aident à trouver, à chercher la valeur de temps de demi-vie, T1 demi de noyau, donc qui représente la durée nécessaire de désintégration de la moitié du nombre de noyaux initial. Pour nous, on ne doit pas utiliser directement cette relation parce que nous avons une courbe proposée par l'exercice qui est la variation de log népérien n en fonction de t, qui est de la forme d'une fonction affine décroissante. Donc, ça se voit n, donc on doit penser à utiliser la loi de décroissement, par exemple, j'ai appelé la loi d'accroissement, la loi de décroissement radioactif. Donc, on va, dans sa première étape, on va transformer cette courbe en une équation et après, on doit chercher comment on va extraire le demi de vie T1 demi. Alors, d'après la courbe, on a une équation, ou bien, d'après la courbe, la variation de log népérien de n en fonction de t est une fonction affine. Fonction affine. D'équation alors l'équation mathématique d'une fonction affine est le log népérien de nombre de noyaux restants égale à B ou bien K fois T plus B. K est la pente,
B est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Or, n de t, selon la loi de décroissement, je vais l'écrire directement. Or, selon la loi de décroissement radioactif, n de t s'écrit sous la forme de quoi? N0 exponentielle moins l'un de la t, tel que n de t, le nombre de noyaux restants à l'instant t, n0, le nombre de noyaux initial, lambda, la constante radioactive, t, la durée, l'instant, ici la fonction exponentielle. On sait tout d'abord que la désintégration du noyau subit cette loi décroissement radioactif. On doit la remplacer n de t, on va la remplacer n de t par leur expression, par sa expression. Voilà, donc j'appelle 1, 2. 2, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors, d'après la relation 1 et la relation 2, voilà. La relation 1 et la relation 2, qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est le log népérien de n0 fois exponentielle moins lambda t égale à quoi? Nous avons remplacé l'expression de n de t égale à quoi? K fois t plus b. Voilà. Maintenant, on va extraire cette formule afin, bien sûr, de trouver t1 demi. Voilà. Ça se voit ici que on peut extraire lambda. Et lorsqu'on extrait lambda, on peut déduire t1 demi. Alors, je vais commencer tout d'abord donc de extraire lambda de cette formule, puis on va déduire t1 demi en se basant à cette relation. Voilà. Voilà, donc ici, je vais rappeler les applications de la fonction log népérien en mathématiques. Dit que ln fois b égale à quoi? Ln a plus ln b. Voilà, on doit l'utiliser, cette relation, cette application, cette propriété ici. Qu'est-ce qu'on écrit alors? Ln, le log népérien de l'exponentielle moins lambda t, plus ln n0 égale à quoi? K fois t plus b. Aussi, on va utiliser chacun des propriétés de logarithme népérien, c'est que le logarithme népérien n'est que la fonction réciproque de l'exponentielle. C'est pour cela, ln exponentielle moins lambda t égale à quoi? Moins lambda t, à cause que le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. C'est pour cela, le logarithme népérien de l'exponentielle de moins lambda t n'est que moins lambda t. Donc, moins lambda fois t, voilà, fois t, plus ln n0 égale à quoi? K fois t plus b. Voilà. Alors, on va comparer les deux termes de cette égalité. Nous avons ici donc une fonction polynôme d'ordre 1 et un polynôme d'ordre 1. Alors, on va utiliser une propriété assez importante de la mathématique, c'est que lorsqu'il y a égalité entre deux polynômes, on doit déduire que le coefficient de t à la puissance 1, qui est moins lambda, égale au coefficient
de t à la puissance 1 de l'autre terme, de l'autre partie, c'est k. C'est l'égalité des coefficients. Le coefficient de t à la puissance 1, mon lambda, égale à le coefficient de t à la puissance 1, c'est k. D'autre part, le coefficient de t à la puissance 0, ici nous avons ln n0 fois 1, b fois 1. C'est comme vous avez ln n0 fois t à la puissance 0, ici b fois t à la puissance 0. Donc, le coefficient de t à la puissance 0, c'est ln n0, c'est le coefficient de t à la puissance 0, bon, égal au coefficient de t à la puissance 0 de l'autre terme, c'est b. Mais nous, pour notre question, intéresse à déterminer lambda t1 demi, donc c'est pour cela on va concentrer sur le premier résultat. Moins lambda égale à k. Alors pour le deuxième résultat, il sert à trouver, par exemple, si on veut n0, si on veut n0, je vais expliquer un petit peu l'application de cette relation. Si par exemple, à certains exercices, le jour d'examen, on veut chercher n0, le nombre de nucléons, de noyaux, ou bien de nucléides n0 initial. ln n0 égale à quoi b. On veut n0, on sait tout d'abord, il faut éliminer ln à l'aide de la fonction réciproque exponentielle. Exponentielle ln n0, l'opérateur exponentiel appliqué au premier terme et au deuxième terme en même temps. Exponentielle et la fonction réciproque aussi de la fonction log népérien, donc il me donne n0. Exponentielle b. Et bien sûr, b, c'est l'ordonnée à l'origine, d'après la courbe. Donc c'est 37. Voilà, b, c'est ici, c'est n0, 37,94. Alors ça, c'est pour le deuxième terme de résultat. Deuxième résultat. Mais pour nous, ce n'est pas notre question pour cet exercice. Mais j'ai expliqué un petit peu pour que vous avez la méthode pour trouver n0. Ça se fait comme avec des étapes suivantes. Maintenant, on va continuer notre exercice de chercher t1 demi. On va déduire en premier temps la valeur de lambda, c'est moins k. Nous avons déjà dit que k c'est le coefficient directeur. Ou bien la pente de la fonction affine la courbe proposée de l'exercice et de la forme. Ici c'est 37,94. Ici c'est 37,65. Ici c'est 3. T en unité d'heure. Alors, K c'est le coefficient directeur ou bien la pente. On doit calculer la pente. Quoi égale K? On va choisir deux points appartenant à la fonction affine. Par exemple, 37,95, c'est l'ordonnée. Son abscisse, c'est 0. Deuxième point, c'est 37,65 et son abscisse, c'est 3. Donc, le résultat, c'est en heure moins 1. Voilà. Après un calcul, à l'aide d'une calculatrice scientifique, on trouvera que K égale à moins 0,0966 heures moins 1. Ça, c'est la valeur de K. On en déduit lambda. Lambda égale à quoi? Moins K. D'où lambda égale à, on sait tout d'abord que lambda égale à moins K, d'où lambda égale à 0,0966 heures. Or, la dernière question, c'est de chercher la demi de vie. On va déduire donc T1 demi, dernière question. Sachant que
Voilà. Sachant que T1 demi égale à quoi? Le log népérien de 2 divisé par lambda. Alors, il suffit de faire l'application numérique. T1 demi égale à quoi? C'est ln, le log népérien de 2, divisé par 0, 0. Donc, parfois, à certains des exercices de l'examen national, l'énoncé de texte, il propose la valeur de log népérien 2. Donc, dans le cas où il y a une proposition de la valeur de log népérien 2, il suffit de l'utiliser afin d'arriver au résultat demandé. Sinon, bien sûr, on va utiliser une calculatrice scientifique. On trouvera que T1 demi égale à, après une calcul scientifique, 7,175 heures. Or, d'après les choix proposés par l'exercice, parce que la question est de la forme de question d'un multiple choix, mais on doit ici, il me donne que choisir la bonne réponse, d'où la bonne réponse, ou la meilleure réponse, ou la réponse juste. Et T1 demi, le demi-vie de noyau à stade 211 et il y a 4 choix, 4,19, 5,50, 7,17, 27,30. Voilà. Le choix le plus proche de résultat trouvé, c'est 7,17 heures. Voilà, on est arrivé donc à la fin de cette cours de soutien. Aujourd'hui, nous avons fait une révision. Nous avons traité une révision qui concerne la partie nucléaire, fibre optique, et la partie physique, la partie onde qui traite les fibres optiques, transmission des ondes lumineuses dans les fibres optiques. Et deuxième partie qui traite l'utilisation des noyaux radioactifs dans la médecine nucléaire pour suivre le teneur cancéreuse des maladies de cancer. Alors, on est arrivé à la fin de cette révision, la fin de cette cours de soutien. On se verra, Inch'Allah, à un autre cours de soutien. Merci de votre attention et bon courage.